bonjour à tous et bonjour à mon, en effet, incroyable panel. C'est très marrant parce que depuis ce matin, en fait, je trouve que le monde de la food et le monde des éditeurs et des producteurs de contenu, on vit des transformations semblables. J'entendais Mathias Daune parler de snacking, et nous, le snacking des contenus, on le vit au quotidien. La globalisation, le fait qu'il n'y ait plus de frontières, la normalisation de certains contenus, et puis aussi en tant qu'éditeur, notre volonté d'avoir aussi un rôle et donc une responsabilité vis-à-vis de nos audiences et nos lecteurs. Le thème de la conférence est très intéressant pour plusieurs points. Le premier, c'est que finalement, on est dans un monde en pleine mutation avec le mobile, avec les cartes SIM connectées qui sont plus nombreuses que les êtres humains sur Terre aujourd'hui. Et donc, ça change notre relation au monde du travail, notre relation aux autres, mais aussi au monde de la cuisine. Donc, dans ce panel, j'ai plein d'experts de la food. Marilyn, qui est rédactrice en chef adjointe de cuisineactuelle.fr. Caroline, directrice du pôle food de Webedia. Maxime Barbier, cofondateur de Minute Buzz et donc de Super Bon. Et Nicolas, photographe culinaire. La première question que j'ai envie de poser, c'est à toi, Nicolas, vu que tu es photographe de profession. C'est aujourd'hui, est-ce que la vidéo, nous, on est dans nos médias respectifs, on est tous confrontés à l'essor de la vidéo. Est-ce que la photo de cuisine, c'est terminé? Ah non, au contraire, c'est plus que là, plus que présent. Moi, j'ai commencé à un moment où j'étais le seul à l'école à avoir un appareil photo. Et aujourd'hui, tout le monde a une caméra au bout de la main. Et du coup, c'est ce qu'on voit tous les jours, c'est que la première chose qu'on fait avant de manger, on prend une photo de ce qu'on va manger. Et on le partage. Donc on est en plein dedans. Et du coup, le fait qu'aujourd'hui, il y ait de plus en plus de vidéos consommées autour de la food et tout ça, ça ne change pas ton métier aujourd'hui? T'as pas... Ça le fait évoluer. En même temps, pour reprendre ce que disait Alain Ducasse tout à l'heure, est-ce qu'il vaut mieux pas avoir 2 très belles photos par semaine plutôt que, quand il parlait du poulet, plutôt qu'avoir cette foultitude d'images comme ça, difficilement assimilables. Je pense qu'on est en pleine mutation, qu'on est en pleine explosion et que ça va évoluer. Je ne sais pas comment, mais on est en plein dedans là. Maxime, toi, tu me disais quand on préparait la table ronde que justement l'impact de Tasty qui a amené toutes ces vidéos Top Shot sur les réseaux sociaux, on est arrivé aujourd'hui à saturation, c'est ça? Oui, déjà je vais commencer. Qui ne connaissait pas Minute Buzz avant aujourd'hui? Levez la main. Ok, il n'y a que des jeunes dans la salle. Super bon, juste pour en parler 2 mots, c'est ce que tu disais, on a lancé cette verticale dédiée à la food il y a maintenant 1 an et demi, quand ce phénomène des recettes Top Shop est arrivé un peu en France grâce à BuzzFeed. Ça a super bien marché. Je pense qu'on est beaucoup de médias à avoir créé une grosse communauté là-dessus. Nous, on a 3,7 millions de personnes qui nous suivent. Sauf qu'en fait, maintenant, tout le monde en fait. Tout le monde fait ce format-là et on se rend compte que nos audiences en fait, saturent un peu de ce format-là. Donc c'est pour ça qu'avec Superbon, on a décidé d'aller en dehors de ce format et de proposer d'autres choses, de sortir un peu de la cuisine, d'aller à la rencontre de chefs ou de restaurateurs pour être un peu différenciant. Okay. Aujourd'hui, cette saturation, tu l'expliques parce que finalement les gens se sont copiés et qu'il y a une normalisation des contenus au global. Comment tu expliques aujourd'hui que nos audiences, finalement, via les réseaux sociaux, ne puissent pas justement driver et pousser les éditeurs à créer des contenus différenciants? Parce que finalement, quand tu me dis qu'il y a une saturation, de ce que je vois, il y a encore énormément de contenus qui sont produits avec les mêmes recettes, avec du fromage coulant, avec du chocolat, en citant des marques plutôt qu'en n'en citant pas, parce que ça marche mieux quand on cite des marques. Donc, est-ce que finalement les éditeurs et tous ceux qui font du Top Shot ne sont pas dans leur bonne mission, puisqu'ils cherchent à s'adresser au plus grand nombre et qu'ils sont le plus vus? Alors là, il y a plein de réponses dans ta question. Nous, en fait, c'est juste qu'on se rend compte dans nos flux qu'en fait, beaucoup de médias se sont créés et proposent la même chose, en fait, ces mêmes recettes. Même beaucoup de médias, même nous, on l'a fait au début, on était plutôt dans
junk food, dans le sucré, dans le truc plutôt avec du Nutella, des choses plutôt forcément très appétissants. Et on a essayé d'autres choses, comme on a fait un format, la crème de la crème, avec, à la rencontre des chefs comme Michel Michala, qui a fait 1,3 million de vues et qui marche. Ou même là, on sort du healthy, parce qu'en fait, les jeunes n'aiment pas que la junk food, ils aiment aussi d'autres choses. Donc en fait, on se rend compte qu'en sortant un peu de ce que tout le monde fait, en fait, il y a quelque chose de nouveau et qui a l'air de mieux marcher. Donc c'est de ce constat-là en fait, qu'on pense qu'il y a une saturation de notre côté. Caroline, même constat chez Webedia? Alors oui, même constat. Il y a une forme de saturation sur ces contenus-là qui vient aussi du fait que nous, on est éditeur, on a le nez dedans, donc on en voit énormément. Je pense qu'effectivement, Tasty a vraiment créé un format qu'on s'est tous approprié. Ça pose un peu la question aussi de l'émergence de nos marques médias, c'est-à-dire comment on a une parole qui est un peu différente, différenciante. Aujourd'hui, comme tout le monde fait la même chose, c'est pas évident de créer cette différence-là. Et ça pose la question, je pense, des cautions et des émetteurs, c'est-à-dire qui a créé cette recette, qui est derrière. On a beaucoup de mal à faire émerger des visages. Dès qu'on met de la recette qui est cuisinée par quelqu'un, si elle n'est pas sous-titrée, elle a des performances de vues qui sont beaucoup plus faibles. Je pense que tout le monde le constate. Donc, comme on a quand même besoin de dire qui a créé cette recette, et je pense que ça, c'est un vrai plus, nous aussi, on travaille sur des formats un peu innovants. On essaye de trouver des nouvelles recettes, entre guillemets, pour rendre plus visibles les personnes qui sont derrière ces recettes, tout en tenant compte de ce que nous imposent les réseaux sociaux, qui est 80 à 90% sont vus sur mobile. Donc à partir de là, il faut pas se tromper d'écran, et il faut savoir où sont et comment nos internautes consomment notre contenu. Mais après, ce qui est génial avec ces recettes Top Shot, c'est que ça a créé des médias super bons. On a 1 an et demi, et ça a permis d'avoir une attention auprès de ces millennials. Et donc maintenant, on a une autre promesse, et je pense que c'est un peu le thème d'aujourd'hui, c'est de montrer autre chose. Et c'est pour ça qu'avec des formats végétariens, healthy, ou montrer comment ça se passe dans la cuisine d'un étoilé, en fait, on a un devoir d'aller en dehors de cette simple recette Top Shot qu'on peut reproduire à l'infini. De toute façon, on a tous industrialisé le process. Là, l'idée, c'est d'aller un cran plus loin, je pense. Oui, c'est ça, justement. C'est le principe des professionnels comme moi, c'est d'aller plus loin. C'est-à-dire que n'importe qui aujourd'hui, avec son mobile, fait un Top Shot, est capable de le faire et le fait aujourd'hui. Donc, ce qui reste à la fin, c'est l'idée. Et c'est là où des professionnels, réalisateurs, photographes, on va essayer de chercher l'essence des choses, et justement des associations avec des chefs, des associations avec des marques, des produits, et justement essayer de faire passer une idée à travers un regard et une idée, en fait. Marilyn, donc tu représentes cuisineactuelle.fr, mais Cuisine Actuelle, c'est aussi un magazine print à l'origine. Comment se passe justement comment vous vivez cette transformation vidéo et le rapport à la photo, qui est très important, je crois, pour un titre de presse? Oui, tout à fait. Donc déjà, la vidéo, effectivement, a une importance capitale aujourd'hui, c'est évident. D'ailleurs, Prisma investit en continu dans ce format. On a notre tout nouveau studio qui est tout neuf, de 3 semaines, 1 mois. Donc voilà, on va y pouvoir imaginer plein de belles choses. Et puis l'équipe Cuisine Actuelle est vraiment au taquet là-dessus, donc il n'y a pas de souci. Donc c'est toujours l'imagination, voilà, de nouveaux formats, aussi un petit peu de volume, mais beaucoup de créativité. Mais c'est vrai que Cuisine Actuelle, la base, c'est aussi la photo, et on y accorde énormément d'importance parce qu'elle raconte une histoire, et nous, on aimerait bien garder cette histoire et la prolonger. D'ailleurs, on a dans notre équipe une iconographe styliste qui travaille sur la recherche de visuels pour chaque recette, des visuels toujours plus alléchants, toujours plus gourmands. Et c'est vraiment très important pour nous. Du coup, on s'est beaucoup inspiré des codes de la photo pour tourner nos vidéos. Donc, toujours une petite touche esthétique, jolie et féminine pour essayer de développer ça aussi sur les tournages. D'ailleurs, on finit toujours nos tournages par une petite session photo de la recette finale, parce que ça nous paraît vraiment important. C'est quand même, quand on tape une recette dans Google ou sur Pinterest, on est quand même attiré en premier par l'image. Donc, pour nous, c'est vraiment très important. Le thème de la journée, là, c'est sur justement la globalisation. Est-ce que les réseaux sociaux ont, selon vous, eu un impact fort justement sur la globalisation? Est-ce que finalement, le fait de partager des recettes aussi simplement fait qu'aujourd'hui, on consomme plus facilement des plats venant d'autres pays, on accède aux recettes plus facilement? Est-ce qu'il y a eu un vrai impact? Est-ce que vous mesurez un vrai impact de globalisation via ces nouveaux codes créatifs? Caroline, peut-être?
Alors oui, c'est quelque chose qu'on mesure notamment à travers, nous on anime différentes pages à l'international sur des marques au-delà de 750 grammes qui sont aussi des marques locales de cuisine, comme Heim Gourmet en Allemagne par exemple. Un des constats qu'on fait, c'est qu'un contenu qui marche bien en France sur nos réseaux sociaux, sur notre page, marche aussi bien en général, sauf exception, dans nos pages internationales. Ce qui prouve que probablement à travers le prisme assez universel de l'image, mais aussi parce que le type de recette s'est un petit peu normalisé, notamment à travers la vidéo et les vidéos de format Tasty. On trouve vraiment quelque chose d'assez commun dans ces contenus-là. Et souvent, c'est un peu un laboratoire de test. On peut pousser un contenu sur un pays et voir et sentir la performance qu'il va faire et anticiper ce que ça va faire comme performance sur les autres pays en fonction de la taille de notre base ou de la nature de notre communauté qu'on connaît. Donc c'est évident qu'il y a des formes, il y a évidemment des particularités locales qui tiennent au mode de consommation. Il y a des pays dans lesquels on mange plus de riz ou la façon dont, comme les études le montraient, le fromage est plus ou moins important, mais il y a quand même une bonne partie du contenu qui est assez commun. Et l'autre sujet sur lequel on retrouve une tendance commune, c'est ce sujet justement du sain et de l'équilibré. Je pense que c'est quelque chose qui est en train de devenir assez universel parce que c'est générationnel. On parlait beaucoup des millennials. Les millennials impulsent quand même beaucoup ce changement-là. Nous, on vient de lancer là hier une nouvelle page qui va être une nouvelle communauté qui s'appelle 750 Green, qui va être une sorte de curation de nous-mêmes sur le meilleur de nos recettes équilibrées, saines, qui sont, je dirais, où il y a une forme d'engagement pas militant, mais en tous les cas une forme de conscience un peu là-dessus, de ce qui se passe avant et après l'assiette, au-delà de la recette. Et ça a été complètement impulsé par ce qu'on a trouvé sur les réseaux sociaux et ce qui nous a, y compris au niveau international, ce qu'on a ressenti. Et c'est pour ça que ça va naître sur Facebook en particulier. Et justement, je crois qu'il y a vraiment une exception française. Quand tu parles de healthy et d'équilibré, en France, on est vraiment là-dedans. Quand tu suis les Instagrammeurs et tous les réseaux, en France, il y a un vrai, au-delà même du healthy, du pur produit. On a vraiment l'accent là-dessus. Et je pense que la France est peut-être un des rares pays qui peut leader ça vis-à-vis du monde. Parce que quand tu regardes des followers américains, aux États-Unis, tu as 300 millions de personnes, mais ils ne consomment pas du tout la même chose que nous. On est vraiment une exception. Et si ça ne passe pas par nous, je ne vois pas par qui ça pourrait passer. Donc on est un peu... et je trouve que c'est très bien ce que je vois en termes de qualité de produits sur justement tous ces réseaux. Sur justement, du coup, sur les innovations par rapport à ces réseaux sociaux, par rapport à c'est quand même un monde qu'on est en train de découvrir et qui nous pousse à changer tout le temps. Donc il y a une tendance green, il y a une tendance locale aussi. Quelles autres tendances ou innovations vous identifiez? Qu'est-ce qui fera comment vivra la food sur les réseaux sociaux dans quelques mois, pour pas dire années, parce que ce serait trop loin? Après, je ne sais pas si on peut parler d'innovation, mais en tout cas, on voit que le niveau de qualité des productions monte de façon vraiment impressionnante. Il y a un an, c'était vraiment un peu à l'arrache, avec des petits défauts de lumière, etc. Maintenant, on arrive avec des qualités qui sont vraiment dignes d'une prod télé, si je pourrais dire, même si je sais qu'il y a des gens de la télé dans la salle. Ça, c'est le premier truc. L'autre tendance que nous, on voit chez Superbon, c'est qu'en fait, maintenant, c'est les annonceurs eux-mêmes qui demandent à avoir ce contenu-là chez eux. Et on est en train de passer un peu d'une époque de brand content à content tout court, en fait. Au lieu de créer du contenu chez les autres, maintenant les marques sont vraiment demandeuses de créer du contenu sur leur propre plateforme. C'est pour ça qu'avec Superbon, on a créé une offre de brand pub sociale pour les aider à les accompagner là-dessus. D'ailleurs, on a un super client avec Edgis qu'on a signé à l'année sur plus de 400 contenus qu'on va créer essentiellement vidéo. Et l'autre chose, c'est que nous, Minibuzz, vous savez, on a fermé notre site internet parce qu'on pense que l'avenir est sur les plateformes et vidéo. Et la puissance de la vidéo cette année est encore incroyable sur l'ensemble des plateformes. Justement, par rapport à cette normalisation un peu et parfois cette capillarité entre marques et éditeurs, comment vous vous positionnez donc, par rapport à Minute Buzz, Caroline ou Marilyn? Alors nous aussi, on travaille beaucoup ce sujet et je rejoins tout à fait Maxime. On a de plus en plus, on a un rôle aussi de prescription pour les marques pour créer leur propre contenu et les faire vivre sur leur propre support, au-delà de notre rôle de média. On a un dialogue assez nourri et permanent avec les marques parce que le travail qu'on fait sur les réseaux sociaux n'est pas du tout le même que celui qu'on fait sur nos sites. C'est-à-dire sur nos sites, on est maître
des volumes. On est capable de s'engager sur des volumes de contenu vu. On donne à la marque un espace dans lequel elle s'exprime et elle le fait de manière assez libre. Sur les réseaux sociaux, on est complètement conditionné par les codes que nous imposent les phénomènes de viralité. C'est-à-dire, si on veut qu'un contenu marche, il ne s'agit pas de le décréter, à moins de sponsoriser les vues, mais si on parle de résultats naturels, etc., on a besoin de comprendre ce qui anime notre communauté, ce qui fait qu'un contenu va marcher, et donc de proposer aux marques de savoir réinterpréter leur discours marketing et la vision de leurs produits au prisme de nos communautés. Donc ça, c'est un travail qui nécessairement se fait avec l'éditeur, avec la marque, avec les agences, toutes les parties prenantes, mais qui est assez complexe à ce niveau-là. Ouais. Nous, on fait beaucoup de choses, en fait. On travaille beaucoup avec les opérations spéciales, mais on est vraiment main dans la main chez Cuisine Actuelle pour essayer de construire des choses qui peuvent vraiment correspondre aux marques et à leurs attentes. Et aussi être en adéquation, bien sûr, avec notre marque. C'est vraiment très important. Alors après, il y a des espaces effectivement dédiés sur les sites. Il y a aussi des choses qui se font sur les réseaux sociaux. Maintenant, on réinvente toujours un petit peu les choses pour correspondre justement à ces nouvelles tendances, toujours à ce top shot qui peut-être va disparaître un jour, on ne sait pas. Donc on est toujours en train de chercher de nouvelles idées, de nouveaux formats pour essayer de faire tout ça. Juste pour compléter un point, parce qu'on parlait de l'innovation, je ne sais pas si les autres me rejoindront, mais je trouve que le sujet des stories est un sujet assez intéressant, parce que c'est quelque chose qui d'ailleurs vient maintenant se lancer sur Facebook. Snapchat, dont on parle à la fois peu, nous tous, parce qu'on n'est peut-être pas... ça touche de manière très très forte une génération qui est même encore plus jeune que nous tous, mais qui prend énormément d'ampleur. Instagram, évidemment, et là maintenant Facebook. Donc je pense que ce format-là des stories va de plus en plus aussi s'imposer et se rendre assez visible sur les réseaux sociaux. La spontanéité, le live et la foot se prêtent vraiment au live. C'est une sorte de fusion en fait entre la photo et le film quelque part. Et c'est ce que disait Marilyn tout à l'heure, c'est que c'est de la photo animée. On raccourcit le film, on transforme la photo fixe en l'animant, et en fait on a une espèce de fusion des deux qui correspond aux médias qu'on utilise aujourd'hui, c'est-à-dire des stories, des Snapchat, etc. Mais ça, je rejoins tout à fait ce que tu dis. C'est vrai qu'il y a une vraie tendance qui est vers les côtés éphémères qui disparaissent et ce côté vertical. Donc en fait, ça nous amène à travailler les formats de façon complètement différente, mais ça oblige aussi à être beaucoup plus créatif et c'est assez intéressant, je trouve. Moi, je trouve qu'à contrario, il y a aussi ce phénomène qui va, je pense, arriver petit à petit. Des vidéos, on va retomber sur des vidéos beaucoup plus longues où on va prendre le temps de regarder les choses, de voir un pot de lait, un pot de farine tomber dans un récipient. C'est vrai qu'on a des vidéos dans ce format-là et ce sont des vidéos qui fonctionnent vraiment très, très bien. On a le gâteau magique. Bon, voilà, forcément, ça fonctionne très bien. Mais la Charlotte, qui reste dans la tradition, qu'on a un peu traité dans les souvenirs d'enfance. Et ça, c'est vraiment très important. Et ça, je pense que ça va revenir parce qu'on va avoir envie aussi de se poser un petit peu plus, de regarder, de prendre le temps. Enfin, juste pour rebondir là-dessus, je pense que en fait, nous, notre croyance, c'est que c'est pas le contenu qui va imposer la durée, c'est la plateforme. En fait, on peut faire une recette longue sur YouTube ou une recette courte sur Facebook ou une recette encore verticale et encore plus éphémère sur Insta, et qu'en fait, qu'importe ce qu'on veut dire, le but, c'est de vraiment se plier en fait à ce que veulent les plateformes, et c'est ça qui définit, je pense, vraiment la durée d'un contenu. Et je rejoins ça, et les équipes vidéo, je pense de nous tous, elles sont assez ouvertes à ça. C'est-à-dire, nous, dans l'équipe vidéo, on demande aux gens d'être à la fois capables de manier une caméra GH4, un iPhone pour faire de la vidéo live quand il se passe un truc qui a besoin d'être en live, et puis des formats qui vont être très spontanés avec de l'image de qualité moindre en termes de production, et des choses qui vont être beaucoup plus sophistiquées, beaucoup plus produites, qui sont d'ailleurs pas forcément celles qui fonctionnent le mieux. Nous, on a testé des formats de live très produits avec du matériel de son, d'image, de réalisation, des techniques de réalisation assez poussées où la qualité est extrêmement forte, mais ce n'est pas forcément celles qui vont surperformer en termes de visibilité, de viralité par rapport à ce qu'on fait sur parfois un format qui cartonne alors qu'on l'a tourné avec un téléphone de manière spontanée. Est-ce que vous vous sentez tous les quatre une certaine forme de responsabilité par rapport à nos enfants, par rapport à justement cette... tu disais tout à l'heure, Caroline, on sait les codes, on sait à l'avance ce qu'on doit produire pour que ça marche.
En préparant cette table ronde, j'ai échangé avec Nicolas sur le fameux Nutella, où quand on met Nutella dans une recette, ça marche mieux que si on met chocolat. Justement, cette responsabilité est par rapport aux marques et par rapport au côté healthy et green. Est-ce qu'aujourd'hui, les éditeurs ont vraiment conscience de cette responsabilité? Toi, Nicolas, dans ton métier, peut-être tu peux répondre en premier. Est-ce que tu te sens de cette responsabilité? Voilà. Moi, je me sens totalement responsable. Quand je vais dîner, je sais que je dîne dans des restaurants où le poisson est pêché et pas élevé. Quand c'est du bœuf, on sait d'où il vient, etc. Après, l'appliquer à mon travail, c'est autre chose. C'est-à-dire que malheureusement, on est un peu dépendant des marques. Et les marques qui ont du pouvoir, c'est les marques qui ont de l'argent. Et celles qui ont de l'argent, c'est souvent des grosses machines. Et on essaye tant qu'on peut, mais c'est pas toujours facile. Enfin, moi, je pense déjà que ne pas être responsable dans l'époque actuelle, c'est un peu compliqué et qu'on doit tous l'être. Sur Minute Buzz, nous, on dit souvent qu'on peut être superficiel, mais en fait, on a un rôle d'apporter un peu de bonheur aux gens dans ce climat ambiant. On a lancé une marque d'information à TF1 pour justement apporter de l'information aux millennials. Et sur Superbon, c'est la même chose. Maintenant, on a l'attention des jeunes, on a 3,7 millions de personnes qui nous suivent, donc on a ce devoir de les faire sortir d'être recette trop facile ou pas forcément équilibrée et d'aller sur d'autres formats qui d'ailleurs prennent beaucoup de plaisir aux équipes à faire et marchent. Donc en fait, voilà, tout simplement. Je suis assez d'accord avec ça. La responsabilité, elle se voit aussi dans nos... Enfin, nous, quand on prend une initiative comme 750 Green, on parle d'un sujet qui est très tendance quand on en entend parler dans les médias, mais en réalité, en termes de vue et de puissance, c'est quand même toujours moins performant que du chocolat qui coule ou du fromage fondu. Donc, c'est un vrai acte. C'est-à-dire que même si ça ne marche pas très bien, vous allez continuer. Voilà, là, on le fait parce qu'on pense que c'est quand même un besoin qu'on sent émerger, parce qu'il y a vraiment du contenu intéressant, parce qu'on a besoin quand même de cohérence éditoriale dans ce qu'on fait et qu'on ne peut pas, à travers une seule et même marque d'éditeurs, traiter tous les sujets. Donc on pense que ça a du sens, mais aussi parce que quelque part, c'est notre responsabilité et c'est un peu notre devoir d'éditeur d'accompagner les gens sur ces sujets, de les aider on parlait d'éducation dans les tables rondes précédentes, effectivement, d'acquérir des réflexes pour manger de façon plus saine et meilleure. Après, c'est sûr que là où il y a 10 ans, un petit producteur bio n'avait pas les moyens de communiquer, aujourd'hui, on est dans des modes où il peut le faire. Donc, on n'a plus le droit, ce que vous disiez, on n'a plus le droit de pas le pousser, en fait. Nous, on est tout à fait dans la même problématique. Cette année, Cuisine Actuelle a 30 ans, donc c'est quand même un sacré âge. Sur le web et sur le print, on a cette responsabilité, c'est évident. Et ce qu'on constate aussi beaucoup, c'est qu'il y a un vrai attachement culturel aux spécialités régionales. Donc les spécialités régionales, ça se développe. On a fait des cahiers sur le magazine, sur le hors-série. Il y a eu des prolongements sur le web et des vrais succès, notamment en vidéo, avec le phare breton, forcément, que tout le monde connaît. Une spécialité toulousaine qui est le fénétra, que les gens connaissent peut-être un petit peu moins, mais qui est vraiment délicieuse. Et tout ça, cet ensemble-là, c'est aussi notre responsabilité, notre façon de transmettre les choses et ces recettes de notre patrimoine. C'est notre rôle, je pense vraiment. Et donc du coup, après, ça ne nous empêche pas de faire des tendances, toujours un peu dans la qualité, en top shot forcément, mais aussi dans d'autres formats. Donc vous reprenez le concept de glocal qu'Alain Ducasse développait tout à l'heure à votre échelle. Ouais. Ok. Je voulais juste, pour finir, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, savoir quelle était la vidéo qui avait le mieux marché ou celle qui vous avait le plus plu, ou le contenu image qui vous avait le plus plu depuis début 2017 dans la food. Ça donnera aussi un peu une tendance d'avoir cet exemple-là pour chacun d'entre vous. Je vous prends un peu... Je ne suis pas très partial. Hein ? Je disais, je ne suis pas très partial. Alors là, comme ça, je pourrais d'abord t'en citer un moi, malheureusement, parce que là, comme ça, il y en a un qui me vient à l'esprit. Notre format, la crème des crèmes, où on va à la rencontre des chefs étoilés, j'étais un peu sceptique, mais les équipes ont fait un super boulot et on fait 1 million de vues à chaque épisode. Et je trouve ça génialissime d'aller à l'intérieur de ces cuisines et de rencontrer ces personnalités. Donc ça, c'est un format qui me plaît vraiment beaucoup. Et après, dans les formats qui me viennent en tête, moi, c'était Testy en 2015, faire 150 millions de vues sur une recette. Je trouve que c'est du délire et c'est génial parce qu'en fait, ça nous a permis, nous, d'exister.
Moi, j'ai en tête un format qu'on a fait sur l'Académie du goût, qui est un autre site qui est édité par Webedia, qui sont en fait, on a une petite série de rencontres de pâtissiers où on filme uniquement leurs gestes de pâtissier. Donc, c'est des vidéos très courtes, assez hypnotisantes, où on les voit façonner avec une poche à douille, un Mont Blanc ou un gâteau. C'est des vidéos qui ont fait plusieurs centaines de milliers de vues sur une communauté qui est beaucoup plus pointue sur la gastronomie. Et là, on est complètement rentré dans les codes sociaux très, très visuels qui fonctionnent le mieux et qui ont vraiment montré tout leur potentiel. Alors chez nous, ça va être notre série autour du fromage. Voilà, parce que voilà, forcément, ça marche bien, c'est coulant, c'est très yummy. Parce qu'en fait, on a justement, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, essayé de reprendre les codes de la photo et d'en faire quelque chose de très graphique, de très esthétique et bien sûr de très gourmand et féminin, comme d'y mettre vraiment notre patte. Voilà, je vous invite à aller voir. Très bien. Bon, je ne sais pas si on a encore le temps, mais il y avait une vidéo qui a peut-être tourné là, mais que tu nous avais ramené, Nicolas. Et je trouve que c'est pas mal pour conclure parce que c'est un shot de créativité et d'image incroyable et qui montre à quel point on peut faire des choses magiques avec la food et avec l'image. Voilà. Oui, quoi c'est Where is Brian, donc. On peut dire qu'on est impactant dès qu'on est dans le moment, dès qu'on est dans le détail et dans le goût, le sexiness des choses, quoi. On a tous très faim d'un coup. Voilà, on va tous passer à table. Non, mais voilà, encore une fois, on est vraiment entre la photo et le film, puisque comme je disais tout à l'heure, on est vraiment à la croisée des chemins aujourd'hui. Et par les formats et par les modes de communication qu'on a aujourd'hui. Merci à tous.